Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Nous sommes à Budapest et nous sommes avec le cheikh de Lavie. Salut à tous. Alors on est dans un hôtel, ça résonne un peu, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et tous les hôtels sont magnifiques ici à Budapest. C'est une ville où on a une rénovation des hôtels, là on le voit. Ce sont des anciens palaces magnifiques. C'est vraiment une très très belle ville. Bon, nous sommes aujourd'hui endeuillés parce qu'un des grands personnages de l'histoire française est mort aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen. Alors, moi, c'est un des rares politiques pour lequel j'avais fait le déplacement lorsqu'il avait été inéligible. Il avait été condamné à l'inéligibilité, je crois, pour avoir défendu sa fille, un truc comme ça, des mecs qui étaient assez agressifs et qui étaient venus l'agresser, puis je sais pas, il avait tapé... des rouquins, sans doute. Oui, c'était... je vais te faire courir le rouquin, il m'avait fait rire. Ouais. Non, mais en vérité, c'est une réponse parfaitement normale à des gens qui viennent agressifs. Hein. Donc c'est un politique pour qui j'ai particulièrement d'affection, parce que c'est quelqu'un qui avait pointé du doigt les vrais problèmes, c'est-à-dire la désindustrialisation de la France et surtout l'émigration. Alors, mais pas, c'est pas le côté raciste, interdire des gens, c'est le fait de faire venir en quantité énorme des pauvres, pas qualifiés, oui. Pas qualifiés pour les exploiter, donc créer de la misère par-dessus la misère. Et exploiter les Français, enfin en l'occurrence les Français. Ouais. Et exploiter et en vérité, c'était exploiter les travailleurs immigrés, en vérité. Ouais. Les considérer comme des esclaves, les mettre dans des ghettos d'esclaves. En vérité, c'était ça. C'est-à-dire, c'était pas le côté raciste. Alors, évidemment, son parti réunissait aussi des skinheads, mais pour qui étaient allés à ces conventions, bah, on voyait qu'il y avait aussi des Antillais. Il n'y avait pas ce côté raciste réellement. Oui, et en tout cas, l'homme, humainement, était... Beaucoup de gens le critiquent pour des mots, pour des choses. On voit aujourd'hui de manière immonde les gauchistes qui fêtent de manière indécente le décès d'un adversaire politique. Même dans les religions, on sait qu'on ne doit jamais fêter même ses ennemis. On ne doit jamais se réjouir du mal chez ses ennemis parce que ça peut te retomber dessus comme ça va leur retomber dessus, évidemment. Mais en tout cas, humainement, c'est quelqu'un que souvent qui a été attaqué, qui a été sali dans la presse, alors qu'en réalité, toi, tu l'as rencontré. Non, moi, j'ai pas rencontré. Toi, tu l'as rencontré. Une fois seulement. Je salue d'ailleurs Pierre Malinowski, qui m'a organisé la rencontre. Vraiment, merci beaucoup parce que c'était un moment humainement très intéressant et qui m'a appris des choses. C'est quelqu'un avec beaucoup d'humour, beaucoup de chaleur humaine, une grande mémoire, une capacité de chanter des chansons incroyable. Enfin, vraiment, il connaît tout par cœur. C'est aussi quelqu'un d'une autre génération. Enfin, c'est la génération d'avant les boomers. C'est quelqu'un qui est né en 1928. Et un des rares politiques qui était honnête et qui ne jouait pas la comédie. C'est-à-dire, il était celui qu'il était. C'est-à-dire qu'il n'essayait pas de plaire, il essayait de se vendre... de vendre l'homme qu'il était et pas une image, comme beaucoup de politiques le font actuellement. Mais d'ailleurs, il n'est pas le seul. Je pense que des types comme Mélenchon peuvent être accusés de ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui, quand même, a une certaine honnêteté aussi. C'est un véritable politique, avec un véritable message et une véritable lutte révolutionnaire. Un peu comme Jean-Marie Le Pen, mais d'un autre côté. On en trouve aussi comme... Oui, alors pour le coup, c'est vraiment quelqu'un de droite. Et honnête. Mais on trouve aussi des gens honnêtes ailleurs. Il y avait Ségolène Royal, qui peut paraître des fois bizarre, mais qui est de gauche et qui est une femme honnête. Alors on ne peut pas adhérer forcément à tout ce qu'elle dit, mais elle mérite d'être en accord avec ce qu'elle dit et de ne pas jouer la comédie. Malgré son liftage, tout ce que tu veux, c'est une femme honnête. C'est normal. Tu vois. Et ça fait partie des politiques honnêtes. On sait que on a affaire à quelqu'un qui croit à ses idées et qui ne joue pas la comédie pour des intérêts qui ne sont pas les siens, qui seraient pour ceux qui l'ont mis en place. Voilà, donc c'est une grande figure et peut-être que c'est la dernière figure parce que je ne vois pas. On en parlait à table. Il y a des mecs comme Mélenchon, mais bon, des fois il essaye de plaire à son électorat, mais bon, c'est pas ma tasse de thé tout le temps. Non, pas moi. Sur la politique internationale, c'est le seul à avoir dit les démocrates c'est la guerre. Les républicains, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si demain matin il devait mourir égorgé par une chance pour la France, je ne me réjouirais pas. Oui, voilà, moi non plus. Voilà, on ne serait pas en train dans la rue en train de chanter il est mort, il est mort, il est mort. Non, puis il représente quand même
ce que veulent certains Français. Après, évidemment, on a après des politiques qui ne représentent pas des idées, qui représentent des intérêts économiques de ceux qui les ont mis en place. Hein, c'est-à-dire ceux qui possèdent des médias, hein, les médias. Et puis les castes. Et les castes. Et ils te mettent en place des politiques qui, à ce moment-là, monopolisent tous les médias, quasiment tous les médias. Et les médias qui vont vous faire un lavage de cerveau, pas à vous qui nous regardez, mais qui font un lavage de cerveau en disant, voilà, les gens préfèrent celui-ci, les gens préfèrent celui-là. Et les gens vont voter comme la majorité des médias dit pour pas, justement, être ostracisé, pour pas être enlevé du groupe, puisque l'homme est un animal social. Donc ça, tout le monde sait comment ça fonctionne. Par exemple, quand Macron est passé au pouvoir, Macron, mais c'est pas du tout ma tasse de thé, Macron, faut lui reconnaître des fois certains trucs qui sont corrects, comme au niveau fiscal, des facilités dans le paiement à la source, par exemple, des choses comme ça, ou des facilités pour les entreprises. Mais globalement, c'est quelqu'un qui n'a pas fait valoir les intérêts de la France à l'étranger et qui nous a aussi engagés dans une véritable guerre contre la Russie, qui à la base n'est pas un... Et contre les pays africains, dans laquelle la France avait des intérêts. J'ai l'impression que Macron a été choisi parce qu'il a un aspect psychopathe qui déteste... En fait, c'est pas qu'il déteste les Français. Je pense qu'il aime humilier les gens. Je ne veux pas aller dans sa chambre à coucher, mais je pense qu'il aime humilier les Français. Et il a été choisi pour ça. Parce qu'il faut démonter le pays, mais maintenant on est à la phase où en plus il faut l'humilier. Tu sais, quand c'est trop facile, tu vois, quand tu combats quelqu'un et qui résiste, c'est pas facile. Mais quand tu combats quelqu'un et qui se couche, voilà. Et on voit la même chose en Angleterre. Je sais pas si tu as suivi ce qui se passe, mais en gros, on a une élite qui était largement au courant des turpitudes, d'abord d'elle-même sur des enfants, et en plus de la désindustrialisation, de l'immigration massive, la même chose que partout, mais en plus était au courant de milliers et de milliers de jeunes enfants, jeunes filles de 11 ans, 13 ans, qui étaient mises en prostitution par des gangs pakistanais, et parce que c'est des pauvres, on n'avait rien à foutre. Et donc on a quand même des juristes, dont le Premier ministre actuel, qui était l'un des juristes, était l'un des juges, qui, à l'époque, avait complètement étouffé l'affaire et caché. Maintenant, ça se sait. Et donc, évidemment, son opinion est en train de plonger, déjà qu'elle n'était pas très élevée. Et en fait, on montre qu'il y a un mépris, il y a une haine, et en plus, il y a une volonté d'humilier la population, surtout la population de souche européenne, de la part de ces dirigeants. Trudeau, bon, qui vient de partir. Qui a démissionné. On a tous un peu les mêmes profils de gens qui sont des pervers, des psychopathes, des narcissistes. J'ai l'impression que c'est même pas vraiment une volonté d'humilier, c'est une volonté de dire c'est moi le chef, je fais ce que j'ai envie. Mais ce ne sont pas les chefs, ce sont des exécutants. C'est pour ça. Et ce que j'ai vu, moi, c'était surtout ce qui m'a plus choqué, c'était les Jeux Olympiques. C'est pourquoi mettre en avant une cérémonie olympique avec des transsexuels partout, des symboles sataniques, parce que moi je vis en Hongrie, mais les gens ont été choqués, j'ai beaucoup de gens qui me suivent en Afrique qui ont été choqués, les musulmans ont été choqués parce que ça se fait pas. Attaquer la religion de l'autre, ils n'aiment pas. Hein. C'est quelque chose qu'ils n'apprécient pas non plus. Même le pape, qui n'est pas exactement un catholique exemplaire, qui ne veut même pas voir la réouverture de Notre-Dame, c'est qu'il sait que Paris, c'est la ville du diable, comme tu dis. C'est la ville du diable. Et la fête qu'ils ont faite, une fête... les Jeux Olympiques ont été très bien organisés. C'est vrai qu'il y a eu une très très bonne organisation, il y a eu une sécurité. Je ne jette pas la pierre, mais cette cérémonie d'ouverture a été une humiliation pour la France et ça a fait mal voir la France dans le monde entier alors que l'organisation en elle-même était très bonne. Ce qui est honteux. C'est-à-dire, l'argent, il n'a pas été dépensé stupidement, parce qu'on dit les installations olympiques, en vérité, elles restent pour le peuple. C'est vraiment bien d'avoir tout rénové pour que des collectivités locales, des petites villes puissent avoir des beaux stades, des salles de gym avec les extrêmes bails de la vie. J'étais content puisque j'ai participé. Hein, c'est moi qui ai équipé, c'est la Rock, avec mes machines, donc il y a une très bonne... Mais pourquoi humilier les gens? Pourquoi vouloir montrer, regardez, on fait ce qu'on veut? Mais on ne va pas faire ce qu'on veut, on ne va pas humilier les gens. Vous savez que ça peut choquer des gens de montrer des images comme ça sataniques, avec vraiment c'était des symboles sataniques. C'est des trucs de gamins, c'est des trucs d'étudiants
qui rentrent au collège et qui font des conneries. Donc on dirait qu'ils ne sont pas mûrs, mais ils peuvent nous emmener à la guerre et à la détestation de la France et nous faire perdre des marchés. Mais les puissants aiment bien mettre des symboles occultes par jeu ou parce qu'ils y croient vraiment. Hein. Par jeu. Moi, je crois que c'est plutôt par jeu. Mais par exemple, même déjà à l'époque de Mitterrand, donc ça remonte à 40 ans, la pyramide du Louvre, il y a de la symbolique dedans. Plus récemment, on avait l'ouverture en Suisse du tunnel du Gotthard. On avait aussi des cérémonies avec... Bon, alors ils prétendaient faire un hommage aux traditions des montagnes où il y a souvent le diable qui est représenté, parce que les montagnes, c'est dangereux. Mais quand même, bon, on sent qu'ils jouent avec ça et bon. Tu sais, c'est le pouvoir de pouvoir faire ce qu'on a envie. C'est-à-dire que avoir du pouvoir, pour certaines personnes qui ne sont pas habituées forcément à l'avoir, qui l'ont eu trop vite, c'est le pouvoir de transgresser. Pas uniquement de faire le bien. C'est regarde, je transgresse. C'est l'histoire du film 8 mm, c'est ça, hein, où on voit un riche qui regarde des films porno et qui finit par voir s'il peut faire un crime sexuel sur une adolescente. Donc il paye des mecs parce que pour aller toujours plus loin. Pour aller toujours plus loin, tu vois, c'est comme en sexe. C'est la transgression. C'est la transgression. Elle va de plus en plus loin si elle n'est pas arrêtée. Alors, quand tu es avec ta copine, on s'en fout, c'est deux adultes consentants. Mais là, c'est transgressé pour humilier. Et on a les photos. Voilà, pour humilier un peuple. Ouais. Donc ça, c'est... non mais c'est ça. C'est honteux. C'est un problème, c'est moins un complot que de la bêtise et de la psychologie de gamin. Mais le problème, c'est que ça peut entraîner la France dans le chaos, puisqu'elle va être détestée du monde entier, détestée des gens qui sont religieux. C'est des choses qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas. C'est comme leur histoire des caricatures. On est à la période de Charlie. Les attentats, les terroristes vont être combattus, comme dirait Poutine, même jusque dans les chiottes. Oui, mais... faire des caricatures en montrant le prophète dans une position obscène, c'est gratuit et vous allez générer la haine de gens qui sont chez eux en train de rien faire. Tu vois, c'est très grave. Ça peut mener à des choses très graves. Donc oui, la France qui dit oui, le droit de blasphème. Bien sûr que tu as le droit de faire, mais le droit de faire ne veut pas dire que tu dois faire n'importe quoi. Bah oui, c'est ça. Et le droit de faire te met aussi en face du fait de dire que tu peux avoir des conséquences très graves qui vont retomber non pas sur toi, mais sur le peuple dans son ensemble. Donc il faut toujours faire très attention à ça et il faut être des gens matures, faut des dirigeants matures qui agissent pour le bien du peuple et pas uniquement pour se griser du pouvoir. Parce que le problème, c'est qu'on meurt à un certain moment et les gens qui ont le pouvoir, quand ils ont le pouvoir, ils ont un sentiment d'immortalité et ils se disent « je peux faire ce que je veux, je suis arrivé à une place, oui, je suis l'élu de Dieu, je vais aller jusqu'au bout, j'ai une mission où je peux voir tout ce que je fais, je suis une espèce de matrice, je n'ai plus rien qui m'arrête. » Alors que normalement aussi, ce qui s'arrête, c'est de comprendre que les autres, c'est toi, et que la conscience du monde ou de Dieu est en tout le monde, et qu'il faut essayer d'être bien, de ne pas choquer les gens, d'être bon pour tout le monde. Voilà. Alors, on est ici en Hongrie, à Budapest. Comment ça se passe, la Hongrie? Toi, tu y habites? Moi, j'y habite. Bon, c'est agréable, hein. C'est un pays européen qui vit calmement et qui vit à la mode hongroise, c'est-à-dire en prenant ses intérêts un peu partout. Hein. Ce n'est pas du tout une dictature et ce n'est pas du tout un pays corrompu comme en France, puisque même s'il y a une certaine corruption, ce n'est pas une corruption avec l'argent du peuple comme en France. Quand vous êtes en France et quand des politiques vont faire des appels d'offres ou bien vont se surpayer, vont donner de l'argent un peu partout, ou bien vont dépenser par exemple, je sais pas moi, 25 millions d'euros pour un musée en Éthiopie, ou 800 millions d'euros, c'est quasiment, 900 millions d'euros, c'est-à-dire presque 1000 millions, c'est-à-dire 1 milliard, pour former une brigade de combattants en Ukraine qui ne sert à rien. Oui, ça a bien marché, ils ont tous déserté. C'est quand même mieux d'utiliser cet argent pour rénover des services hospitaliers où des gens pourraient être pris à temps en urgence s'il n'y aura pas de mort, pour rénover des routes, ouvrir des crèches, et pas aller attiser une guerre en Ukraine qui a comme but non pas de permettre à la Russie de reprendre des territoires et de s'imposer, mais en vérité une guerre qui a été poussée par les Américains, par une certaine Amérique, pas par toute l'Amérique, pour couler un adversaire économique, l'Europe, en la faisant participer à une guerre fratricide, et en tout cas une guerre économique qui nous a mis à plat, puisque l'arrivée, le fait de ne plus avoir de gaz russe, a augmenté les coûts de production européens et nous a rendu bien moins performants sur le marché international,
et avec des fermetures d'usines et un écroulement de l'économie européenne, en vérité. Hein. C'est catastrophique ce qui a été fait. Et la France pensait pouvoir tirer son épingle du jeu en étant la distributrice, par Macron qui pensait ça. La France est atlantiste, hein, la distributrice du gaz américain, qui est un gaz liquéfié, hein, et d'autres gaz encore, mais qui arrivent par bateau, qu'il faut déliquéfier. C'est la France qui possède les déliquéficateurs et les ports pour ça. Et elle pensait se mettre de l'argent dans les poches, en vérité, avec ça, en revendant son gaz un peu partout, très cher, en y prenant une taxe. Hein. Donc en vérité, on voit que l'Europe n'est pas unie, qu'on n'a pas une grande Union européenne. Hein. Et la Hongrie, elle, avait calculé qu'elle allait s'en sortir, puisque elle est un peu aux marges, hein. Elle est près de la Russie, elle touche l'Ukraine, qui est une zone tampon, l'Ukraine quand même. Hein. Elle vit en étant cool avec les Allemands, puisque l'euro n'a pas lieu ici, hein. Nous on est au forint, et le forint est réévalué en permanence pour pouvoir maintenir un travail hongrois à 500 € par mois. Alors évidemment, les Hongrois, ou 600, 700, les Hongrois gueuleraient hein, si ils n'avaient pas d'avantages. Les avantages qu'on a, c'est l'Europe, via les Allemands, qui rebalancent les aides européennes, celles que vous, les Français, vous payez, hein, rien n'est tout n'est blanc, rien n'est noir, pour, en fin de compte, redonner énormément d'aides européennes à la Hongrie, qui va à ce moment-là dispatcher cette aide européenne aux copains. Oui, ça dispatche aux copains l'aide, mais par ruissellement, les copains vont ouvrir des hôtels avec des spas, où ça va être. Pour donner une idée, un hôtel, ici c'est un hôtel qui est vraiment magnifique. Les chambres sont grandes, il y a une gym excellente, il y a une piscine à l'extérieur et une piscine à l'intérieur, 60 € par nuit. Oui, et tu montes un gym, tu peux avoir de l'argent des aides européennes, qui est donné par l'État, pour monter ton gym, parce qu'il faut que la personne qui touche l'aide ne soit pas détestée du coin, c'est un petit pays, la Hongrie, et que ça ruisselle sur la population. Donc il va toucher l'argent, une partie en millions de forints, hein, pour pouvoir monter son gym, son hôtel, son restaurant. La vie n'est pas très chère ici. Voilà. Et les habitants vont pouvoir en profiter, parce que tout le monde se connaît, hein, c'est très clanique. C'est pas... il va pas s'acheter une villa ou s'acheter une grosse voiture, ça ne plairait pas du tout. Hein, il va se faire dégager tout de suite. Donc c'est tout un autre type de corruption. Oui, corruption, ça s'appelle corruption. Mais quand vous regardez la France, c'est pas l'argent de la communauté européenne qui va être pris, c'est l'argent de la classe moyenne française qui travaille comme des bœufs au champ, hein, ou comme dans les bureaux. Ou pour l'État. Ou les petites, c'est plutôt les gens, les petites PME, les petits travailleurs indépendants, le plombier, je sais pas moi, le peintre en bâtiment, le boulanger, le charcutier, la petite PME, qui va payer énormément d'impôts qui vont être redistribués ensuite, qui vont être prises par l'État français pour payer d'une façon obscène ses députés, ses parlementaires, tous ces politiques, hein, leur payer leur restaurant. Regardez comme ils bouffent au Sénat et au Parlement. C'est une honte. C'est des cailles farcies, c'est du vin pas cher, ils font venir leurs amis. C'est tout un système de cour, la cour du roi, c'est presque féodal. On dirait qu'on est à l'époque de Louis XIV, hein, du roi Soleil. Hein, tout le monde vient là pour se faire valoir, et là, on rentre en politique pour les avantages de la politique. Et là-dessus, c'est une corruption, en vérité. Et pareil pour les appels d'offres, on va filer aux copains, les prévenant d'avance, les appels d'offres surpayés pour qui s'en foutent plein les poches. Hein, et c'est toujours comme ça. Et c'est la classe moyenne qui en prend plein le cul. On se croirait en Égypte, sauf qu'en Égypte, c'est moins corrompu qu'ici. Mais oui, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Qu'en Europe, Voilà. Mais vous savez, on parle de la corruption en Russie. Les Russes, ils sont assez durs. Hein. Si tu es contre le pouvoir, tu as le droit d'être contre le pouvoir, mais tu peux mourir. C'est vrai. Mais en France, si tu es contre le pouvoir, il t'arrive d'avoir de graves problèmes aussi. Ça commence déjà par un contrôle fiscal direct. Voilà. Ensuite, ils viennent te faire chier si tu as des trucs chez toi. Si tu as un permis d'armes, de permis de chasse, ils viennent te confisquer. Ils te fichent alors que tu n'as rien fait. Ils te balancent sur toi des fake-checkers ou des anti-complotistes alors que tu n'as rien à voir avec le complot, tu fais qu'il est non-certain. Vous savez, et la Russie, c'est un pays corrompu, mais... Oui, c'est un pays corrompu. Mais très très peu. Moi, j'y travaille de temps en temps. Si, ils se refilent entre potes, mais la grande Russie, contrairement à tout... Pas à petit niveau, quoi. Mais pas avec l'argent des travailleurs. Avec l'argent du sous-sol russe.
C'est-à-dire que ce n'est pas le travail des hommes qui va être taxé. Hein, ce n'est pas un esclavage, c'est le sous-sol russe qui est, en fin de compte, garant de l'argent qui va être dispatché aux copains dans toute la Russie. Mais on maintient quand même le chauffage pour tout le monde, une certaine éducation, l'accès à l'éducation et l'accès à des bâtiments chauffés, hein, des espèces d'HLM, tous ces blocs soviétiques hein, que l'on voit, hein, mais qui sont chauds l'hiver quand il fait moins 10 ou moins 15. Ah, et puis ils sont rénovés maintenant depuis longtemps, donc ils marchent bien. Donc c'est un autre type de corruption. Il faut voir que chaque pays est différent. Il ne faut pas le voir avec l'esprit français. Ou Suisse, c'est encore différent. Toi, tu ne parles pas forcément pour les Suisses, vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes combien 7 millions? Alors des Suisses de souche, on doit être 5 ou 6. Voilà, c'est ça. Mais la population du pays, c'est 10. C'est 10 millions en tout. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Hein. Il faut renvoyer les étrangers. Il faut renvoyer tous les débiles. Tous les gauchistes. Tous les gauchistes doivent faire des voyages en hélicoptère. Voilà. Mais bon, après, il y a des gauchistes qui sont sympas. Moi, j'en ai. Ils sont pas gauchistes, ils sont sympas, ils sont de gauche. Comment il s'appelle? Ah, mais je me souviens plus, c'est des petits jeunes, ils sont gentils. Ils sont gauchistes, mais ils restent honnêtes dans leur discussion, tu vois, ça fait plaisir. Donc, ils sont de gauche. Oui, j'en ai des. Non, mais on peut être de gauche et honnête. Oui, ça, je suis d'accord. Comme je dis tout le temps, c'est pas les mecs se confondent, c'est pas LFI les pires. LFI, c'est, on va dire, des révolutionnaires. Un peu, ils sont même pas bobos. C'est des révolutionnaires. C'est c'est le centre. Oui, non, mais oui, alors ça c'est vrai. D'ailleurs, c'est marrant. Qu'est-ce que tu penses alors du nouveau Premier ministre en France, à Bayrou? Il réalise son rêve d'être Premier ministre. Il est arrivé là. Il va pouvoir mourir heureux. Après, il a toujours été au centre. Il a toujours rêvé d'être Premier ministre. Il y a pire. Hein, il y a pire que Bayrou. Il ressemble à Richard Gere. Il dit lui-même. Il y a pire. Il y a pire. Il y a pire. Il y avait même celui d'avant je pense qu'il a essayé de faire de son mieux. Le problème de la gamin, France, là. voilà. Ah ouais, je sais pas. Mais le fait que ça change souvent en France, en Allemagne, en Angleterre, et on prend les mêmes, on recommence. C'est un symptôme de déclin très fort, comme à l'époque romaine où tu avais tout d'un coup, en une année, tu avais 4 empereurs. Le fait qu'il y ait autant de premiers ministres, autant de gouvernements qui changent si vite, c'est un signe de manque de stabilité. Ah ben c'est complètement instable. Et donc la fin est proche. Ah ben la fin du système français. Surtout que le système français vit sur la dette. J'ai dit oui, on est endetté à tant de millions, tant de milliards. Combien de fois, toi tu connais la dette? La France est endettée à 120% de son PIB. Donc ça veut dire que la dette représente 1 an et 3 mois du chiffre d'affaires de tout ce qui se fait en France. Donc c'est impossible. C'est comme si toi tu avais, je sais pas, c'est comme si toi tu avais une dette de 100 000 € et tu gagnes 80 000. Non mais c'est complètement débile. Possible. Tu ne vas jamais la rembourser. C'est juste pour dire vous avez une dette et vous forcez à payer puisque de toute façon on ne la remboursera pas. Elle ne la remboursera pas, c'est pour ça qu'on ira dans l'inflation. Mais parce que t'imagines là-dessus tu dois payer même 1 ou 2% de taux d'intérêt sur 3 000 milliards. Non, la France, elle fait combien de chiffre d'affaires? Elle doit faire 1 000 milliards à peu près, peut-être un peu plus. Quand on a une dette comme ça, c'est gigantesque. C'est-à-dire que c'est le premier budget du pays. Donc, tu veux faire où des économies? Tu veux économiser dans quoi? Déjà, tu as une dette comme ça. Tu es à l'Élysée, tu es ministre. Le régime des mecs, c'est riz blanc, salade, poulet, steak. Tu vois, c'est tout. Il faut montrer l'exemple. Mais là, les mecs, ils vivent dans le luxe. Plus loin, normalement. Mais les mecs, ils vivent dans le luxe. Oui, moi aussi. Mais les mecs, ils vivent dans le luxe. Si tu as vraiment une dette à rembourser, tu montres l'exemple et on se serre la ceinture, on rembourse la dette pour être un pays libre, indépendant, qui ne doit pas se mettre à genoux devant les gens à qui on doit de l'argent. Hein. Mais on n'est pas du tout dans ce cas. On a une dette et on fait vivre grassement des cochons, en fin de compte, qui bouffent comme des porcs, gavés. Normalement, dans un système comme je le rêve, tu pars par le plus haut poste de l'État, tu prends la personne, tu lui prends tous ses biens, à lui et à sa famille, et tu commences à rembourser la dette. Ah oui. Si ça ne paye pas la dette, tu leur fais faire un voyage en hélicoptère, et tu passes au niveau en dessous. Les premiers ministres, machin. Pareil, tu prends leurs biens, ceux de leur famille, et ensuite voyage en hélicoptère, et ainsi de suite. Et tu descends dans la fonction publique, tu descends jusqu'au préfet, tu descends. Tu fais comme le nouveau président gabonais, je ne sais pas si tu l'as vu, qui a pris le pouvoir avec son magnifique costume rouge, et qui est arrivé avec un accent africain, et qui disait comme ça,
Maintenant, alors je fais l'accent à peu près, vous me direz les Gabonais, si c'est ça, qui est pas quelqu'un de très honnête, parce que je connais des gens qui le connaissent personnellement, qui sont ses proches. Il n'y a peut-être pas de Gabonais au numéro que vous avez demandé. Et qui disait comme ça, alors je vais vous expliquer. Alors on voyait tous les ministres, tous les anciens ministres donc, qui étaient en costard, qui regardaient leurs chaussures cirées, et tu avais tous les généraux qui étaient à droite. Alors ils disaient comme ça, je vais vous dire les ministres. Maintenant les salaires à 10 millions, 15 millions, ça doit être des francs gabonais, moi je ne connais pas. C'est terminé. Hein? Nous ne pouvons plus faire ça. Regardez mes généraux. C'est que 5 millions. Et c'est très bien pour faire vivre une famille. Alors maintenant c'est fini. Les dépassements de budget c'est fini. Donc monsieur c'était le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il disait comme ça. Je parle en turc, ça va pas. Monsieur le Premier ministre, alors maintenant je vous explique. Si dans 6 mois vous n'avez pas rétabli l'économie, on en a besoin. Oui, parce que le prix du pétrole ayant baissé, au Gabon, les revenus. C'est quoi au Gabon? Le Gabon, c'est un pays très riche hein, pour l'Afrique. Ils ont quoi comme c'est les revenus pétroliers. Alors, revenus pétroliers, les mecs se gavaient, et ça laissait rien. Super. Voilà. Et le gars, il est venu et il montre l'exemple en se serrant la ceinture. C'est vraiment un gars. Alors, il a son costume rouge, ça fait folklorique africain, tout ça, parce qu'on est en Afrique. Ça se dit, le mec est d'une honnêteté. Hein, non, mais ça progresse très vite en Afrique et c'est très très bien. C'est vraiment très très bien. L'État français devrait prendre comme exemple le Gabon. Le Gabon. Je dis, l'État français doit prendre comme exemple le Gabon dans sa politique et dans sa façon de vouloir restaurer un ordre démocratique et surtout un respect du peuple sans dépenser de l'argent inutilement. Et en France, on a des urgences, moi je parle tout le monde des urgences, où les gens attendent 5 heures, 6 heures, 7 heures. J'ai appris qu'en Angleterre, maintenant, tu dois aller le matin à 8 h du matin et ils font une loterie pour savoir qui ils vont traiter. Ça veut dire que, alors vous pouvez rigoler, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui vont mourir. Ouais, c'est-à-dire que l'argent qui n'a pas été mis en place pour rénover le système hospitalier français qui était très bon, qui a été utilisé pour aller combattre en Ukraine, c'est-à-dire pour aller tuer des gamins russes, hein, des jeunes russes, hein, et de l'autre côté des jeunes russes qui tuent des gamins ukrainiens, hein, donc on entretient la boucherie, ben cet argent aurait pu être utilisé pour empêcher des Français de mourir, des Français de tout niveau, hein, des pauvres souvent issus aussi de l'immigration, parce qu'évidemment les riches, hein, ils vont dans les cliniques privées, hein, mais malheureusement non. Non mais c'est irrécupérable, parce que déjà, il y a tout, comme tu dis, il y a des castes qui veulent aller jusqu'à la mort plutôt que... Ils vont aller jusqu'à la mort du pays, mais la mort hein, du pays, plutôt que de lâcher le moindre avantage. Et c'est essentiellement la génération des boomers, essentiellement évidemment toutes les castes qui ont intérêt, donc les politiques, les classes intermédiaires dans l'État, les bureaucrates, les fonctionnaires, etc. Et eux iront jusqu'au bout de la mort littérale hein, du pays. Parce qu'ils perdent leur travail, leur fonction, leurs appartements. Plutôt que de faire des sacrifices maintenant. Et ils espéreront tous partir à la dernière minute, quand ce sera la fin totale et ce qui se rapproche. Alors on a un rayon de soleil quand même, parce que tout n'est pas noir, c'est l'Amérique et Trump. Tout n'est pas noir sauf au Gabon, mais au Gabon c'est bien. Au Gabon c'est bien. Alors on a comme un rayon de soleil, on a la Hongrie. Comme j'ai dit, la Hongrie, elle joue. Alors, je vous dis, la Hongrie, elle joue en vérité, puisqu'elle maintient les salaires pour faire travailler l'Allemagne, pour que les Allemands investissent des usines et fassent travailler le plein emploi en Hongrie. Hein. On prend les aides européennes aussi pour pouvoir compenser en créant des activités sportives, en créant plein de choses. Alors, tout ne va pas bien. Ici, les urgences sont très bonnes. Le reste de l'hôpital, c'est pas encore le top hein, pour les suivis. Oui, ça ressemble beaucoup à l'Italie. Tu as un accident, tu es tout de suite pris, les paramédics sont gratuits, ils arrivent, tu es sauvé, mais le suivi d'un cancer ou d'une infection, c'est pas forcément le top non plus, tu vois. Faut savoir. Ben oui, tous les pays, ils n'ont pas que des avantages, hein, c'est ça. Mais la Hongrie, quand même, plein emploi, a une certaine qualité de vivre et une unité, je dirais pas ethnique, parce que c'est un beau mélange, culturel, avec des gens qui ne veulent pas subir des invasions pas raciales, des invasions culturelles où ça change leur mode de vie. C'est ça qui est différent. On ne veut pas changer de mode de vie pour l'Europe. Hein, c'est ça le Hongrois. Le Hongrois dit « je suis un beau mélange ». C'est toujours été un mélange. Ils sont heureux, c'est une zone de passage, cachée derrière une langue très complexe. Tu vois. Donc la Hongrie, ça passe, mais tu as des pays comme les États-Unis qui montrent maintenant l'exemple avec des gars comme Trump. Et avec surtout
un gouvernement qui était un gouvernement de personnes non corrompues, qui ne font pas de la politique pour s'enrichir ou pour la gloire, qui sont des gens qui ont déjà réussi dans leur vie, hein, et qui veulent vraiment mourir, en ayant fait quelque chose de bien avant de mourir pour pouvoir se regarder dans la glace. Un mec comme Trump, on dit ouais, c'est ses intérêts, mais Trump il a 74 ans. Il a 74 ? Je me souviens plus. Mais dans ces eaux-là, ouais. Mais il en a rien à foutre, il a tout eu. Et tu crois vraiment qu'il veut encore de l'argent? Non, ce qu'il veut, c'est avoir une grande Amérique. Et il a 20 ans de moins que feu Jean-Marie Le Pen, donc il a encore 20 ans devant lui. Il a encore 20 ans devant lui. Et c'est quelqu'un qui est dynamique et qui veut vraiment combattre pour l'Amérique. Quand on dit qu'il veut s'enrichir... Mais non, c'est pas... Trump... Musk, oui, peut-être. Même pas. Mais Musk, c'est un... Trump il est dans une autre mentalité. Trump a perdu un tiers de sa fortune depuis qu'il s'est mis en politique. Il ne fait pas ça pour l'argent. Il fait ça parce qu'il est fier de pouvoir œuvrer pour le bien, c'est-à-dire le bien de l'Amérique d'abord, et ensuite le bien du monde. Quand on lui pose la question, vous êtes pour qui dans la guerre en Ukraine? Et il a dit, je suis pour que les hommes ne meurent pas. C'est une réponse de saint, c'est saint Trump. De sage. Hein. On n'est pas pour la Russie ou l'Ukraine, on est pour la paix, pour que des gamins arrêtent de mourir. Parce que ce sont des gamins. Ce sont des gens qui ont des papas, des mamans et certains ont des enfants. Hein, et qui viennent se faire tuer avec des nouvelles technologies, des drones, des trucs horribles. Et maintenant, on va jusqu'à faire les jeux du cirque en direct où on te montre en vidéo des pauvres gamins se faisant tuer. Alors, Russes. Se flingue à la baïonnette maintenant. Non, au drone. C'est-à-dire que tu as des mecs avec des joysticks qui sont cachés dans des bunkers, mais ils peuvent mourir parce que si on les repère, c'est l'artillerie russe qui tire ou l'artillerie. Bon, les Ukrainiens non plus. Et on voit des drones qui arrivent, qui poursuivent des pauvres gamins qui fuient, et quand le drone arrive près de lui, il explose. Et on dit, ah, regarde, il est mort. Non, mais il est mort ou il est handicapé à vie. Il a perdu un bras, une jambe, un œil. Vous vous rendez pas compte, c'est des gamins. Donc les gens qui font ça devraient être jugés un jour. Les gens qui entretiennent ces guerres, de tous les côtés. De tous les côtés, ce sont des gens qui meurent. Il faut la paix, il faut vraiment demander la paix. Il y a moyen de vouloir la paix. Tu vois. Et un mec comme Trump veut la paix. Il n'en a rien à foutre d'aller s'étendre dans le reste du monde. Pourquoi il n'en a rien à foutre d'aller s'étendre dans le reste du monde? Parce qu'il a tout sous les pieds. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller chercher de l'énergie ailleurs qu'aux États-Unis, puisque les États-Unis et ses copains canadiens qui veulent peut-être annexer et ont énormément de gaz, de pétrole de schiste, ils ont toute l'énergie que tu veux, de l'hydroélectrique, donc ils sont complètement indépendants le temps qu'on arrive à l'électrique, au solaire, à l'hydrogène et voir d'autres sources sur lesquelles on travaille d'une façon intense. Inch'Allah, comme on dit en France. Et il veut vraiment la paix dans le monde. Il veut faire deux blocs. C'est vrai. Il veut la paix dans le monde. Et je l'avais dit avant. Maintenant, on verra. Après, ça, c'est l'espoir. Maintenant, on verra la réalité. Est-ce qu'elle va nous décevoir? Est-ce qu'elle va nous réconforter dans cet espoir? Mais en tout cas, nous allons avoir une année 2025 bien remplie. On a Elon Musk qui l'a pris. Pourquoi il a pris Elon Musk? Oui, Elon Musk, il est fou. Non, mais il est génial, ce type. Parce que Elon Musk, est fou, mais il est génial. Elon Musk, il a une particularité en tant qu'homme d'affaires que les gens n'ont pas forcément vu. C'est pas quelqu'un qui construit des voitures ou qui fait des fusées uniquement. C'est quelqu'un qui a réussi parce qu'il a un système de gestion de ses entreprises. C'est pas un ingénieur, Elon Musk. C'était un mec qui était spécialisé dans l'informatique, dans la gestion informatique, dans la gestion. C'est pas un mec qui va te créer des robots lui-même. C'est pas un mec qui a un esprit de créateur de robots. Il rêve de robots, il rêve de fusées, il s'intéresse à l'anatomie, il s'intéresse à tout ça. C'est un grand gamin, mais c'est quelqu'un qui sait comment créer des entreprises. Et son truc, pour créer une entreprise, et il a compris, c'est qu'il fallait baisser les coûts de production. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Et il fallait créer ces outils. C'est-à-dire que Elon Musk dépense des fortunes pour créer ses moules, pour créer les outils qui feront les produits qu'il va générer sans être dépendant de petits manufacturiers. Il est tout le temps dépendant de petites PME, ce qu'on appelle des PME, là, des petites sociétés ou moyennes. Mais c'est quelqu'un qui a basé toute sa réussite sur la création de nouveaux outils pour créer de nouveaux produits, et de nouveaux produits parce qu'il y a de nouveaux outils qui permettent de les créer.
Et c'est comme ça. Et il est contre le gaspillage. Ah, il n'est pas sympa, mais il est contre le gaspillage. On a vu, il récupère ses propres fusées. Voilà, il récupère ses propres fusées. Et ce qu'il veut, et Trump l'a très bien vu, et ils ont discuté avec, il veut empêcher le gaspillage au niveau fédéral, pas départemental, hein, c'est la fédération. Hein, il est dirigeant de la fédération, il est président de la fédération de Russie, des États-Unis. C'est un État fédéral. C'est un État fédéral comme la Russie. Mais la Russie, c'est plus, c'est pas la même structure. C'est pas la même structure. Donc, il veut empêcher qu'on dilapide de l'argent pour rien, pour que ça revienne au peuple américain. Oui, c'est parce que l'État américain, depuis 25 ans, a gonflé de manière absolument fantastique et ça devient en fait une organisation captive qui est bureaucratique et qui vote pour ses propres intérêts, c'est-à-dire maintenir le status quo. Et comme toute organisation veut grandir, elle coûte cher et elle n'est pas rentable. Et aux contribuables américains. Alors en France, c'est le niveau le plus élevé du monde, mais c'est-à-dire qu'en gros, on a 60% du PIB qui est en fait de l'État. Donc c'est une catastrophe, parce qu'il y a 40% des gens qui bossent pour faire vivre l'État, plus, en fait, ils doivent faire vivre en plus les retraités et les gens qui foutent rien. Donc tous les parasites. En France, quoi, il y a sur 60 millions de personnes, il y a 15 millions de personnes qui travaillent. Sur le reste, et le reste, c'est des fonctionnaires ou c'est des enfants ou c'est des retraités. Donc, en fait, il faut partir. Il ne faut pas payer pour tous ces gens. Il faut se séparer. Mais aux États-Unis, c'est pas à ce niveau-là, mais ça devient quand même lourd. Et là aussi, on a en plus des États dans l'État, comme la CIA, comme le FBI, comme même le complexe militaire-industriel et financier qui parasite. Qui s'était un peu mis du côté américain et qui a comme fonction aussi. Alors, il faut savoir que tous ces complexes industriels ont aussi pour fonction, pas uniquement de faire des armes, mais d'employer des gens à faire des trucs inutiles, qui généreront aussi de la technologie pour pouvoir maintenir les gens dans le travail. C'est un peu comme quand on fait des pyramides. On ne faisait pas des pyramides. Ils ont sorti ma théorie récemment, j'ai vu dans les trucs scientifiques, ils dit c'était pour ça. C'était quoi ta théorie? C'était qu'on faisait des pyramides. Pour faire travailler les gens. Uniquement pour faire travailler les gens, parce qu'on avait assez à bouffer. Il fallait les occuper pour pas qu'ils remettent en cause la position dominante. Sinon les Goa'uld ne vont pas être contents. Donc les pyramides, c'était fait uniquement pour faire pousser des pierres et tirer des pierres en étant bien. Il fallait occuper les gens pendant la saison des crues. Voilà, pendant que les eaux étaient élevées. Pendant que les eaux étaient élevées et pendant la saison. Et pendant que la saison sèche, après avoir tout récolté. Oui, c'est ça. Donc on occupe les gens à faire des pyramides. C'est super. On fait une œuvre collective. On le voit de loin. C'est la grandeur de l'Égypte. Parce que l'oisiveté est mère de tous les vices. Et les mères de la jalousie. On se dit mais pourquoi eux ils ont plus que moi? Il couche avec la femme du voisin, c'est pas bien. Pourquoi lui il a le droit d'avoir des serviteurs? Parce que là il y a un objectif. Donc là il y a un objectif. Tout le monde fait une gigantesque pyramide pour mettre le corps de Pharaon, dont on n'a rien à foutre, en vérité. Hein. Il va mourir comme tout le monde. Mais les Illuminati de l'époque le savaient très bien. Donc moi je crois pas que c'est une tombe. Mais tu as raison. Je pense sur le principe de la construction. C'est juste pour dire, on va le mettre là-dedans, puis on fait tirer des pierres et pousser des pierres à des gens qui sont très très bien nourris, hein, puisqu'on a beaucoup de nourriture, qui sont occupés, qui sont heureux. L'Égypte, ça produit de la bouffe. Hein. Ah bah oui, et puis ça produisait énormément de nourriture. Et puis c'était pas tellement embêté, puisqu'il y avait quand même un semi-désert autour, donc t'as pas des mecs qui viennent t'attaquer, puisque c'est assez vide autour. Non, c'est très sécure l'Égypte. C'est très sécure. Ouais, non, c'est assez particulier. Voilà, donc, et c'est un système comme ça, donc Trump a compris ce système-là, en disant on va faire du plein emploi, on va créer de l'industrie américaine, on va relever les barrières douanières en Chine, des Chinois et des Européens, hein, donc ça terrifie les Chinois et les Européens aussi, mais c'est ça qui l'avait fait tomber, puisque si tu remontes les barrières douanières chinoises, tu forces toutes les entreprises qui allaient travailler en Chine à revenir aux États-Unis, et tu crées du plein emploi, et tu peux faire à ce moment-là vivre les gens en travaillant dans des trucs symboliques, hein, avec des grosses voitures, avec du football américain, avec plein d'activités pour occuper les gens. Musk et voilà, parce qu'ils ont l'énergie. Kennedy sur la santé vont faire du boulot exceptionnel. Voilà, et tu reviens. Et alors ça, maintenant, pourquoi ça va pouvoir marcher? Parce que Trump, qui est un commerçant, a négocié avec la Chine le fait qu'il laissait à la Chine, pas la Russie parce qu'elle n'est pas dans l'économie de marché, mais à la Chine,
le marché européen pour pouvoir se rabattre quand il va augmenter les barrières douanières américaines. Donc ça permettra à la Chine qui est déjà arrivée ici en Hongrie, parce qu'il faut que vous sachiez, vous qui écoutez, que la route de la soie terrestre, elle arrive en Pologne et en Hongrie par les voies ferrées, et elle vient après se déverser avec tous leurs produits chez vous en Europe. Mais les Chinois viennent aussi concurrencer notre économie européenne, mais aussi les Chinois viennent monter leurs propres industries ici et commencer à monter des usines pour faire travailler les Européens et enrichir aussi la Chine. Donc c'est une nouvelle espèce d'Eurasie qui est en train de naître, ce que j'avais prévu, hein, les Américains ne voulaient pas voir naître, et Trump va laisser le marché européen aux Chinois qui savent qu'ils ont besoin des ingénieurs principalement allemands, parce que les Chinois sont souvent dans l'incapacité d'inventer, pas parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils ont une très bonne gestion. Et quand tu es bien géré, tu n'es pas poussé au cul pour pouvoir créer, innover. Hein. Donc tu gères. Dit, les Chinois inventent la poudre, mais pas le mousquet. C'est le Chinois. C'est pas de la bêtise. C'est simplement le milieu qui fait ça, comme tout le monde a son riz. Tout le monde, chacun. T'as pas besoin de mousquet, mais t'as besoin de feux d'artifice. Voilà, c'est ça. Tu vois. Pour divertir les gens et faire du spectacle. Utilisé maintenant comme orgue de Staline. C'est les mêmes. Alors alors pour terminer, quels sont tes projets personnels? Tu as sorti des livres exceptionnels. Hein. Je conseille pour ceux qui découvriraient de lire L'éveil des consciences, en plus de tous tes livres d'anatomie, de morphologie pour le sport, pour la musculation. Est-ce que tu as des projets qui arrivent? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Là, on vient de terminer avec Michael D. Gundil, mon collègue, musculation pour le... Non, musculation. Blessure de musculation et de sport de force. Alors, notre éditeur avait vu, moi je savais que ça allait bien se vendre, puisque c'est la nouvelle tendance. Ça fait des années qu'on est dessus. Hein. On a vendu 3000 exemplaires en 10 jours. Donc, il aurait dû en imprimer 10 000. Hein. Pour le marché français, on va sûrement faire plus de 10 000 dans l'année, ce qui est pas mal pour un livre de musculation et toute la concurrence, puisqu'on reste quand même les leaders. Et après, ça se vend dans le monde entier. Donc, quand tu fais une vente comme ça, tu es sûr que les Américains, ils vont remplir leur bateau avec le livre. Donc, tout ce qui est musculation, c'est bien. On marche. Les blessures, c'est super intéressant. Donc, on va sortir un tome 2 avec Michael D. Gundil. C'est long, mais passionnant. C'est un peu une œuvre qu'on laisse à l'humanité musclée ou sportive. Tu vois, et puis c'est passionnant parce que ça te permet de comprendre l'évolution, les blessures, les pathologies. Ça ouvre sur d'autres univers. Ce n'est pas lassant et on s'amuse bien. Là-dessus, je continue à écrire des textes sur l'éveil des consciences, puisque je vais parfaire ces bouquins qui sont un peu mon testament à l'humanité et qui permettent aux hommes de s'en sortir. C'est-à-dire que, je sais pas, ça se trouve, j'en ai vendu 40 000 avec ce qu'on m'a volé au début, tu vois. Avec tous les trucs que j'ai vendus, je dois être à 40 000 exemplaires en vérité. Pour un livre de philo, c'est pas mal. J'ai pas touché 40 000 exemplaires, j'ai pas touché l'argent sur 40 000 exemplaires, puisque la France étant un pays d'escrocs, j'ai quand même été volé sur les, on va dire, c'est les 20 000 ou 30, sur les 25 000 ou 30 000, ouais, 25 000 premiers, un truc comme ça. Hein. Mais c'est pas grave. C'était le prix à payer. Hein. Aucune maison d'édition ne voulait m'éditer à l'époque, puisqu'il faut être copain dans les maisons d'édition, c'est une caste bourgeoise qui s'entretient. La musculation... Tu vas pas à la synagogue? Quoi? Tu vas pas à la synagogue? À celle de Budapest, j'ai visité une fois. Non, c'est même pas... mais il faut aller à Paris que tu vas être édité. Mais non, mais c'est même pas les Juifs qui sont dans l'édition à Paris. Ça n'a rien à voir. Ce sont des bourgeois, c'est de la bourgeoisie. Je plaisante. C'est de la bourgeoisie qui fait paraître les livres de ses copains bourgeois et qui les passe après dans les télévisions pour que les nanas achètent les romans en général, que certains livres techniques puissent passer, mais c'est des universitaires qui se cooptent entre eux. En fait, tu n'as pas besoin de ça parce que tu as vendu des millions de livres. Tu es l'auteur français au monde, probablement, qui a vendu le plus de livres. J'ai vendu plus de 5 millions de livres au monde. Alors évidemment, sur mes réseaux sociaux, quand je parle avec les mecs étaient prétentieux. Ils n'ont pas l'habitude qu'un mec de mon niveau dise, moi ça m'amuse de discuter avec eux, donc être près de la plèbe, être près des descendants, c'est intéressant parce que tu connais leurs problèmes et leurs visions. Et des fois, ils ont une vision beaucoup plus quelque part, toi comme moi, on en vient. Du monde, proche des vrais problèmes du monde, que le riche qui est dans son palais fait d'or, d'argent, et qui n'a pas de problème. Sans que ce soit ni une gloire ni une honte, on en vient. Comme je te disais, mes grands-parents, ils étaient paysans et boueurs, tu vois, et ouvriers en usine. Et puis moi, j'ai été quand même bouffé une fois la soupe populaire. Et je sais ce que c'est qu'être au RMI et que ne pas me chauffer, manger de la viande. Donc j'ai vécu
la pauvreté dans ma chair. J'ai vécu la réussite sociale. Oui. Et j'ai vu ce que c'était que. T'as des jolies copines en plus. Il m'a montré la photo de sa copine de maintenant, elle est très jolie. Mais non, j'ai pas. Si, elle est très jolie. C'est très joli. Mais tu as un cœur à prendre. Tu as un cœur à prendre. Donc, je suis un garçon très discret. Non, mais moi, je me dévoue à l'humanité. Avant tout, je me dévoue à l'humanité. Elle était tout à fait décente, la photo. Je me dévoue à l'humanité. Très bien, très bien. Frédéric Delavier, je te remercie. C'est ça, oui. Alors, toi j'ai parlé beaucoup parce que j'étais... Non, mais moi, je suis venu ici pour business, pour mes affaires, mais ça me fait toujours plaisir. Alors, toi, que penses-tu de l'avenir? C'est quand même Trump, le gros truc. L'inconnu cette année, le Joker, c'est Trump, parce qu'il peut tout à fait faire ce que tu as dit, être une surprise pour le bien de l'humanité. Mais il peut aussi nous décevoir, comme ça a été le cas il y a 8 ans. Mais il y a 8 ans, il avait l'excuse d'être inexpérimenté dans la politique, qui est une saloperie d'environnement. Son bilan est exceptionnel. Malgré ça, le bilan est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas démarré de guerre en 4 ans. Pas démarré de guerre, et avec une économie florissante américaine, avec presque un plein emploi. Et il a été coulé par la Chine. Par la Chine et le Covid, par le virus chinois. C'est ça. C'est vraiment un virus chinois, hein, et ils l'ont laissé tomber. Et ils sont, parce que la vraie faute, j'aime bien l'expliquer techniquement, qu'a fait Trump, c'est d'avoir méprisé la Chine et trop vite d'avoir remonté les barrières douanières sans win-win. C'est-à-dire que la Chine veut bien qu'on lui remonte ses barrières douanières aux USA. À partir du moment où on lui laisse un autre terrain de chasse pour pas couler sa classe moyenne, c'est 400 millions d'individus. Et les révolutions, ça ne vient pas des pauvres, parce que le pauvre, il passe son temps à bosser et il n'a pas le temps de s'interroger sur le monde, de s'organiser. Il est pauvre. C'est pas qu'il est bête, mais c'est qu'il n'a pas le temps. Mais il doit arriver à pouvoir s'enrichir. Voilà. Et la classe moyenne, elle, comprend le système. Et elle devient dangereuse pour le pouvoir. Et si on lui fait baisser son niveau de vie, elle peut se rebeller. C'est ce qui va arriver en Europe. Voilà. Et c'est vraiment le problème que la Chine avait. La Chine, ce sont des gestionnaires d'hommes depuis depuis des milliers d'années. 4000 ans, 5000 ans. C'est ça. La plupart du temps de la paix, évidemment, quand il y a de la guerre, ça touche des énormes empires avec des millions de morts. Et ça fait des millions de morts. Ouais. C'est brutalissime, les guerres civiles en Chine. On ne se rend pas compte parce qu'on n'étudie pas l'histoire de la Chine, mais c'est chaque fois qu'il y a c'est d'une violence, vous imaginez pas. On n'est pas prêt pour ça. Mais des longues périodes de paix et de stabilité. Ouais, qui finissent en décadence chez eux aussi. Chez eux aussi. Il n'y a pas de miracle. Et là, ils lui ont balancé le virus, on lui a mis le virus et la pandémie sur le dos, qui était un réel virus, une réelle pandémie, mais qui n'était pas la grippe espagnole. Hein. Et on a bloqué tout le monde et on a coulé Trump parce qu'il allait contre les intérêts de la Chine, mais surtout les intérêts de la bourse américaine, qui avait ses intérêts dans les sociétés à l'étranger. Qui sont aussi en Chine, qui sont un peu partout, et qui gèrent les énergies fossiles. C'est-à-dire que ça ne leur appartient pas, mais c'est eux qui ont les contrats de gestion, par exemple au Moyen-Orient ou ailleurs. En tout cas, ils ont des objectifs, la Chine a des objectifs à long terme, puisqu'ils sont en train de réfléchir avec la Thaïlande, de faire un canal dans l'isthme de Kra, en Thaïlande. Donc c'est un pays qui voit l'avenir, c'est-à-dire c'est un pays qui même pourrait se dire, bon, bah, toutes les ambitions éventuelles sur Taïwan, etc., ils vont devoir ralentir parce que Trump va défendre Taïwan. Et donc, c'est un pays qui voit les choses à long terme. Donc, c'est plutôt un espoir dans le sens où si la Chine voit à long terme, c'est-à-dire qu'il y a un long terme. Alors qu'en Europe, là, on voit que tout le monde s'en va. Tous les gens qui peuvent quittent l'Angleterre et la France. Et en Europe, le bémol, c'est qu'on a des pays comme l'Italie est en train de remonter de sa crise des dernières années de manière exceptionnelle. Avec du gaz algérien, autorisé par la Russie. Ils sont en train de s'organiser finalement d'une autre manière. Et donc il y a des poches d'espoir en Europe et tout, mais vraiment... Le Danemark. Sans doute, oui, il y a des endroits où ça va. La Norvège qui a son pétrole. Ouais. Mais d'autres pays vont très très mal, la Suède, le Benelux. L'Allemagne, elle est aussi dans une période très instable. On verra les élections en février. Si la Russie si on se rabiboche avec la Russie, l'Allemagne est la grande gagnante, puisque l'Allemagne, c'était
l'ami de la Russie, l'ami secrète de la Russie. Hein. Mais c'est pas gagné, hein, parce que à mon avis, les Russes vont pas négocier là. Ils vont aller, ils vont prendre leurs objectifs, puis c'est tout. Ce qui va se passer, c'est que si la guerre se termine, la reconstruction de l'Ukraine sera donnée qu'à ceux qui sont capables de la reconstruire et qui ont déjà leur population, qui ont déjà traditionnellement des contacts en Ukraine, c'est-à-dire les Allemands. Ouais, c'est l'Allemagne. Les Saches qui étaient là, parce que va revenir en force. Les Allemands ont habité en Ukraine. Drang nach Osten, comme on disait. Et les Ukrainiens aiment les Allemands. Ils l'ont montré avec leurs svastikas, des fois, sur leur groupe de combat. Il y a beaucoup d'Ukrainiennes maintenant qui sont célibataires et qui vont ils aiment les Allemands, se marier avec les Allemands. Et les Ukrainiens ne laisseront leur pays refaire que par les Allemands, refaire l'industrie ukrainienne, qui à ce moment-là ne produira pas directement, c'est-à-dire qui produira pour les Allemands, mais en vérité indirectement pour les Russes et l'Europe. C'est-à-dire que les Russes savent qu'ils ne peuvent pas faire produire des choses en Ukraine, parce que, vu qu'ils ont massacré, pas eux, c'est pas les Russes, hein, mais c'est les Soviétiques ont massacré la paysannerie ukrainienne, et c'est resté comme une cicatrice ouverte, un peu comme les Français en Algérie. Hein. Bien sûr. Donc, ils ont prévu, si tout se passe bien, l'Allemagne viendra réindustrialiser, reconstruire les usines ukrainiennes, changeant la législation, en enlevant la corruption, parce que s'ils veulent rentrer en Europe, et ils rentreront en Europe, mais pas l'Est. L'Est restera russe. Ils rentreront en Europe. Ainsi, 80 ans plus tard, le plan de gestion des pays de l'Est de l'Allemagne est enfin abouti. Voilà. Mais pour ça, l'OTAN va devoir être détruite. Et vous allez voir, l'OTAN va progressivement être détruite. Et l'Ukraine va rentrer dans une Europe sans OTAN. Avec bien sûr des barrières douanières. D'abord, il ne va pas y avoir une libre circulation, mais ils rentreront, il n'y aura pas de problème, parce que les armes risquent de passer à droite à gauche et générer des attentats. Donc, il faut faire très attention au trafic, puisque l'Ukrainien est spécialisé un peu dans le trafic aussi. Mais c'est un bon travailleur, c'est un bon ingénieur. Ils avaient des centrales nucléaires avec des mecs bien formés. Le problème, c'est que c'était pas uni, c'était des mafias de ville. Il n'y avait pas de centralisation. Maintenant, si on arrive à mettre une gestion informatique européenne, ils produiront à ce moment-là nos amis ukrainiens pour l'Allemagne, qui en vérité produira pour toute la classe moyenne russe. Alors ce sera une Ukraine redimensionnée, ce sera une autre, ce sera la Galicie, ce sera la partie ouest, avec évidemment Kiev. Je pense que Kiev restera ukrainienne. Kiev va rester ukrainienne. Ça va rester un pays qui n'aura plus d'accès à la mer et qui sera obligé de bosser avec l'Allemagne. Peut-être pas Odessa, mais de toute façon ça ne posera pas de problème, on s'en fout. On verra, mais en tout cas, voilà. Il y a des, en tout cas 2025 c'est une année pivot, on verra bien l'espoir qu'elle peut nous donner. C'est où on est au paradis ou on est en enfer. C'est les premiers 3 mois qui vont vraiment nous dire comment on va. Enfin voilà. Fred, je te remercie beaucoup. Salut. Et je vais aller me coucher. Tiens, je vois que tu commences à fatiguer. Moi je suis un couche-tôt, toi t'es un couche tôt, mais très tôt. Tu vois. Toi tu te couches à 7 h du matin, moi je me couche à 9 h du soir. J'essaye de me lever plus tôt maintenant, mais c'est... de me coucher plus tôt, mais c'est pas évident. Non mais t'en as rien à foutre, à nos âges on fait ce qu'on veut, puis c'est tout. Oui, je fais ce que je veux, voilà. À très bientôt. Salut à tous. Ciao.